une inestimable collection. Des ossements d'animaux, des silex, des monnaies, qui nous emmènent sur les traces du lac de Beauce, au cœur de villas gallo-romaines, dans le secret d'une nécropole mérovingienne, dans le tumulte des champs de bataille. Tavers a livré l'éventail de toutes les périodes de l'occupation animale et humaine depuis 24 millions d'années. Depuis 80 ans, Maurice Gaillard et son père Louis ont rassemblé avec passion ces vestiges du patrimoine historique local et ont méticuleusement documenté leurs découvertes. Maurice est aujourd'hui le gardien de ces trésors. Depuis 2013, c'est dans sa ville de Tavers, dans le Loiret, que Maurice présente ses découvertes. Il souhaite transmettre cette incroyable collection à sa commune et au collectif Dis-moi Tavers, une association locale qui a pour objet la sauvegarde de la mémoire du territoire. C'est un personnage à part entière, c'est un personnage vraiment de Tavers même, quoi. Il fait partie du folklore, je pense, maintenant, à l'heure actuelle. Situé en bord de Loire et traversé par une rivière nommée le Lien, Tavers et ses célèbres eaux bleues a vu passer du monde à travers sa longue et riche histoire. Sur Tavers, on a la chance d'avoir une très grosse concentration de sites archéologiques connus et probablement inconnus. C'est-à-dire que pour le néolithique, on est sur 3 dolmens. Il y en avait probablement plus. Il y a plusieurs sites d'établissements gaulois connus, plusieurs villas gallo-romaines avec des traces d'occupation encore pendant le début du Moyen-Âge, mérovingien, carolingien. La chose la plus importante, c'est la nécropole mérovingienne. David Schmitt est archéologue. Habitant de la commune et membre de l'association Dis-moi Tavers, il doit répertorier l'étendue de la collection de Maurice, un inventaire nécessaire en vue de la transmission. L'idée, c'était de réaliser un inventaire décrivant l'objet, essayant de le caler dans une chronologie, essayer surtout de savoir où ont été faites les découvertes, dans l'optique déjà d'essayer d'avoir une idée du corpus qu'avaient créé Maurice et son père. Alors, ça part d'il y a 24 millions d'années avec la période Miocène. Puis ensuite, nous allons aborder le paléolithique, le néolithique, l'âge de bronze, la période gauloise romaine, mérovingienne, médiévale, et pour aller jusqu'à une fameuse bataille connue de 1870. Je crois qu'on est sur à peu près 1 millier d'objets ici, un peu moins peut-être, sachant que ça doit représenter à peine un quart de la collection de Maurice, qu'il en a énormément dans des cagettes, dans des boîtes à cigares ou des boîtes à biscuits chez lui. Ça peut être du Moyen-Âge comme du 19e. Au-delà de la salle d'exposition, David travaille sur les pièces qui se trouvent chez Maurice. Oui, donc c'est du Moyen-Âge. Ouais. Un endroit hors du temps et un travail énorme, tant la collection est immense. Une épée en fer. Là-bas ? Là-bas, juste au bord du chemin. D'un point de vue vraiment scientifique, c'est intéressant. Disons que si l'objet était sorti de son contexte, on dit « Oh, tiens, j'ai trouvé une pointe de flèche à Tavers », et on a partout des comme ça. Le fait que ce soit dans des quantités importantes et que ce soit sectorisé, ça c'est exploitable en réalité. Le travail d'inventaire est aussi un travail de mémoire. Un travail que Jean-Charles Casanova connaît bien. Dès 2013, il a pensé et créé avec Maurice la salle d'exposition pour présenter la collection au public.
200 mètres de la pierre. J'ai découvert effectivement dans ces cajots, dans ces caisses, un fouillis, mais un fouillis très bien organisé. C'est-à-dire que le travail de tri d'inventaire était quand même était là, les objets étaient bien emballés, bien respectés. Ça c'est joli ça. Le fragment de boucle de ceinturon ou de ceinture. Là. C'est pareil. Non mais ça par contre c'est aussi Moyen-Âge. Non, ce serait plutôt un tranché ça. C'est ça. Toutes les périodes et tous les lieux pour chaque objet, Maurice pouvait précisément dire quand, si c'était une trouvaille de son papa, de lui, de personne, de Tavers qui leur avait confié, mais toujours avec le souci du lieu de trouvaille et de la compréhension globale justement de toutes ces occupations. C'est là que j'avais trouvé d'ailleurs le dé à coudre. Des pièces que Maurice a trouvées, qu'il a glanées quand il travaillait dans les champs avec son père. L'ensemble du territoire, là, chaque commune est émaillée de petites villas, de découvertes anciennes, de petits trésors monétaires, de choses, de mosaïques, etc. Et sauf qu'on n'a plus rien, on n'a plus aucune trace, on ne sait pas où sont ces objets-là. Alors là, on a eu la chance de tomber sur la famille Gaillard, donc le père et le fils, il faut bien souligner aussi le rôle du père, qui ont commencé à amasser énormément de choses dans l'immédiat après-guerre, jusqu'aux années 2000. Et c'est c'est le moment où on trouve beaucoup de choses, parce qu'en fait c'est lié aussi à la mécanisation de l'agriculture, et du coup, là, tout ce qui était enfoui dans quelques centimètres de terre arable d'un coup ressurgit, et du coup ils ont amassé ça, et ça a permis de sauver déjà des objets. C'est une activité qui accompagne leur quotidien, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est des gens donc c'est des agriculteurs, donc des gens qui sont ancrés dans un territoire, qui en travaillant la terre se disent ah tiens là je vois que c'est plus sombre, c'est marrant, il doit y avoir une fosse avec du charbon, ah là j'ai repéré les murs, ah là il y a beaucoup de pierres, c'est pas normal. Donc en fait c'est quelque chose, c'est une activité de loisir de passionnés qui devait émailler leur quotidien en réalité au moment où ils devaient travailler, ils devaient repérer des choses. Maurice est né en 1938 et a grandi avec son frère dans la ferme familiale qu'il occupe toujours aujourd'hui. Il perd sa mère très tôt, alors que son père, Louis, est prisonnier en Allemagne. Élevé par son grand-père, son père étant à la guerre prisonnier, 7 ans, il a été élevé par son grand-père. Bon, petite exploitation agricole. Maurice commence très jeune à aider à la ferme, aux côtés de ses grands-parents, puis de son père dès qu'il peut rentrer. Après avoir servi en Algérie, il devient piégeur pour la commune. Je pense que comme c'est pas loin de la voie romaine, ce serait pas étonnant que ce soit un autre. Alors, il y a justement la période du Miocène sur la paléontologie, ça retient beaucoup son attention, et les silex, que ce soit du paléolithique, taillé, du néolithique, poli, c'est une période effectivement ils ont trouvé, il y a des pièces, des très grandes haches polies, justement, qui ont donné lieu à des publications. Donc il est très fier de ces découvertes-là. Comme on travaillait, toutes les recherches que l'on a ici, ça n'est que ce qu'on appelle des ramassages de surface. C'est-à-dire qu'en travaillant, en allant biner les betteraves et compagnie, on avait tendance à trouver des silex. Le sous-sol, c'est du calcaire. Donc à partir du moment où on trouve des silex dans le calcaire, ça peut être quelque chose. Et c'était effectivement le cas. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé beaucoup de choses, mais on n'a jamais cherché en fait. D'où venaient tous ces silex? Il n'y en a pas à Tavers, à part un mauvais silex blanc qui se taille assez mal. Certains silex viennent de la Loire. Ils sont bien reconnaissables quand ils ont encore leur croûte. D'autres proviennent de la forêt de Marche-Noire. C'est un silex de plusieurs couleurs, mais où le rouge domine. Ces écrits proviennent d'un des cahiers de Louis Gaillard, le père de Maurice. Au fil des années de découverte, Louis a détaillé par écrit les circonstances de leur trouvaille autour du village, mais aussi leurs méthodes et leurs rencontres. 15 cahiers en tout,
de plusieurs centaines de pages qui racontent par le menu leurs recherches et leurs découvertes. En 1965, lors de la construction d'une maison au lieu-dit Le Grand Clos, une pelle mécanique met à jour un vase. Le propriétaire, qui avait été prévenu par Louis Gaillard qu'il pourrait bien trouver quelque chose, l'appelle pour lui demander son avis. J'allais voir sur le terrain avec Maurice et nous découvrîmes 2 trous. Nous fouillâmes le premier, il n'y avait rien dedans que de la cendre. Dans le deuxième, par contre, Maurice fouilla seul une demi-heure, de temps en temps, le midi. En allant plus loin, ils vont alors trouver un puits funéraire de 4 mètres de profondeur, trouver des objets et alerter la société archéologique de l'Orléanais. La fouille, contrariée par le mauvais temps et ralentie par les travaux agricoles, fut l'œuvre de Louis Gaillard et de son fils Maurice, aidé de quelques collaborateurs bénévoles. L'inventaire des objets trouvés est incroyable. Clés, couteaux en fer et en os, poteries, lentilles de verre. Louis confiera ces objets au musée de Beaugency. Chercheurs attentifs et perspicaces, les Gaillards sont appelés dès qu'on trouve quelque chose dans la région et la collection grandit. Et des dons. Donc il y avait beaucoup d'habitants, effectivement, il y avait quelque chose, il pouvait y avoir une cuirasse de 1870 dans un grenier, ou d'autres agriculteurs, effectivement, à Labour, un silex taillé qui ressort, poli. Et donc chaque objet, bien sûr, on connaissait son histoire, sa date de découverte, sa provenance. Mais ils ont réussi tout de même à avoir des expos, etc., dans la salle paroissiale notamment, et puis à l'école des garçons, ils faisaient des expositions. Ils ont toujours eu le souci, tous les deux, de faire participer les gens de Tavers, d'essayer de leur montrer ce qu'il y avait comme passé à Tavers et dont beaucoup ignoraient l'existence, quoi, de choses comme ça. Et ça, ils ont été très tenaces là-dessus, c'est formidable, quoi. Louis Gaillard a amassé des trésors, mais aussi une somme de connaissances. Pourtant, il n'a pas fait d'études. Mon père, il était plutôt passionné par les Égyptiens. Mais bon, puis finalement, comme on travaillait dans les champs, automatiquement, il s'intéressait quand même... Il avait fait un peu d'histoire locale à Jaune, non aussi? Non, je croyais, ouais. Non, il est parti avant la guerre, donc automatiquement, il a rien, il a fait juste son école. Mais la cour, tu vas rien trouver, mais... Louis a rencontré d'autres passionnés, comme l'abbé Nouel et Jacques Debal, qui sont tous les deux membres de la Société archéologique du Loiret. Les premiers contacts qu'on a eus, c'était avec l'abbé Nouel, qui était un prêtre qui venait ici souvent, et qui lui était, même si c'était qu'un amateur, c'était un connaisseur quand même assez reconnu. Donc, quand on avait des silex, il venait tous les ans à la première communion donner un coup de main au curé de Tavers. Donc, à chaque coup, il revenait ici pour voir ce que l'on avait trouvé. Puis après, il a été à Beaugency pendant un certain temps. Donc, Et à l'occasion, quand il y avait quelque chose de plus rare, vous pouviez le contacter. Ah bah oui. Et tout de suite, oui. il se... Et puis il n'était pas tout seul, il y avait un professeur de Benjamin Franklin. De Bâle, non? De Bâle. Jacques de Bâle. Oui. Et eux deux, on avait quand même des contacts. Jacques Debal et l'abbé Nouel publieront de nombreux articles dès 1965, en ayant toujours à cœur de citer et de mettre en valeur le travail de Louis et Maurice. Et en m'aidant de quelques livres et revues, tout en faisant partie de la Société préhistorique française, des naturalistes orléanais et de la Société historique de l'Orléanais, avec les conseils de mon vieux camarade l'abbé Nouel, j'ai pu remonter très loin dans le passé de la commune et de la région. L'autre ressource de Louis, c'est un manuscrit très ancien. Abel Adam, instituteur érudit du XIXe siècle, secrétaire de mairie à Tavers, s'est passionné pour l'histoire locale. Il détaille les découvertes de son époque, dessine le patrimoine.
Il y a Abel Adam, bien sûr, ça a été le moteur, ça a été à l'origine même de cette recherche archéologique. Et puis il a fait un travail fabuleux sur Tavers, mais c'est prodigieux. Il y a 3000 pages manuscrites qui sont à la médiathèque d'Orléans. Là, c'est énorme. Une véritable ressource pour des passionnés d'histoire. Après avoir lu le manuscrit de M. Adam, je me suis mis à rechercher tous les emplacements qu'il avait signalés. Je les ai retrouvés, et même d'autres. Puis je remontais à la préhistoire, et je me suis intéressé à la géologie. Les Murgets, les Coudres, les Justices, le Pierrier de Guignes, les sites de découverte s'étalent sur toute la commune. Quand une pelleteuse révèle en 1967 des sépultures dans le centre de Tavers, Louis et Maurice sont sur le coup. Personne n'imagine l'ampleur de ce que cela représente. On trouve depuis longtemps des traces de sépultures dans le sous-sol du bourg de Tavers. Abel Adam en parle dans son manuscrit à la fin du XIXe siècle. La rénovation de la route en septembre 1967 va les remettre à jour. Au mois de septembre 1967, la municipalité a fait creuser des égouts à partir de la maison Bigoteau jusqu'à la rue des Eaux Bleues et en face de l'école de garçons. La pelle a démoli un sarcophage et endommagé un autre. Cet emplacement de sarcophage traverse la route et continue dans la cour, derrière la mairie, pour aller dans le cimetière. Bon, c'est lié à des découvertes un peu sporadiques et qui sont plutôt liées à des sauvetages en réalité au moment de construction de maisons là, dans l'avenue Gilles Lemaître, de découvertes de sarcophages ou de squelettes et d'objets qui indiquaient qu'il y avait des sépultures. Et du coup, ça a incité Baratin à faire des fouilles programmées dans la Gratinière, donc dans le pré. Tous les ans, plusieurs semaines par an, il fouillait pour essayer d'avoir une vision globale de la nécropole. Entre 1972 et 1980, Jean-François Baratin conduit des fouilles sur le site. Maurice fait partie de l'équipe et son père consigne les découvertes. On a trouvé 76 tombes, dont 51 du IVe siècle. 47 ont été fouillées. Les tombes gallo-romaines du IVe sont de grandes fosses rectangulaires. Les fossés étaient très grands parce que les gens étaient inhumés. Les corps étaient orientés est-ouest, la tête à l'ouest, et à l'intérieur des cercueils, on avait déposé des objets domestiques. Vases en verre et en terre, gobelets à boire, plats, assiettes et jattes, pinces à épiler. En tout, 64 vases. On est à 250 sépultures fouillées, je crois, sur la Memoria et les alentours. Il y en a probablement plus d'un millier. Ouais, peut-être 2000 même, je sais pas, faut voir plus gros quoi. On s'aperçoit qu'aussi dans les prés de la Gratinière, il y a des murs et en réalité c'est ce qu'on appelle une mémoria, donc c'est un tombeau aristocratique de la fin de l'Antiquité. Et cette mémoria-là est transformée au tout début de la période mérovingienne, vers le VIe siècle, en chapelle funéraire. Donc ça devient un lieu de culte, parce qu'en plus on suppose qu'il devait y avoir un saint local, parce qu'il y a des personnages de haut rang de la période mérovingienne qui sont enterrés avec des sarcophages et un tombeau un peu plus classe, et toute une nécropole qui se développe autour, avec un mobilier exceptionnel. On est sur plusieurs centaines d'objets en métal et de colliers en perles de verre. On a des filubules en bronze, en argent, on a des bracelets, des garnitures de ceinture assez riches. Donc c'est déjà en plus exceptionnel en termes scientifiques et archéologiques, c'est-à-dire qu'on a un exemple quasiment qui c'est très peu documenté. D'ailleurs c'est souvent cité dans les manuels d'archéologie, la nécropole de Tavers, parce qu'on a un cas de nécropole qui commence au IVe siècle et qui s'étend jusqu'au XIXe, XXe. Le public a pu visiter le chantier et découvrir ses incroyables richesses en 1981 lors d'une exposition à Orléans. Elles dorment actuellement dans des entrepôts et ne sont plus visibles aujourd'hui. Les Gaillards et Jean-François Baratin partagent la même passion.
et ce dernier leur dédiera même le rapport des fouilles de 1974. Une passion qui a transporté Maurice toute sa vie, comme peut en témoigner Jean-Charles Casanova, qui a eu l'occasion de faire des fouilles aux côtés de Maurice. Avec le partenariat du Muséum d'histoire naturelle d'Orléans, pour les sables Miocènes, avec justement des personnes du muséum, et Maurice qui était on remontait les pelletés, et lui tamisait, voilà, ah tiens, une dent de ceci, voilà, et immédiatement de nous dire ce que c'était. C'est pas le même, le monsieur un peu ronchon, un petit peu négatif quand même, hein, sur le devenir de tout ça, là le regard s'éclairait, il nous appelait, on était dans la fosse, venez voir, effectivement, et oui, tout à fait l'âme d'enfant qui ressurgissait. Et du coup, on a papoté et je lui ai dit qu'effectivement, avec des collègues, déjà dans un premier temps, on avait le projet de retravailler sur la nécropole de Tavers, qu'il avait effectivement travaillé dessus, lui, quand il était un peu plus jeune et qu'il la connaissait. Et du coup, ça a piqué sa curiosité. Je crois que peut-être une demi-heure après, il devait sonner chez moi ou alors il m'avait laissé toute une pile de documents, une liasse de documents dans ma boîte aux lettres ou qu'il m'avait ramené en main propre. Louis décède en mars 1993, à l'âge de 84 ans. Le contenu de ses cahiers montre sa fierté d'avoir transmis sa passion à son fils. Maurice devient le gardien de la collection. Il vit toujours aujourd'hui dans la maison familiale. Sa maison, qui fait partie, je pense, va faire partie certainement aussi des premières maisons des Eaux Bleues, et entouré de tous ces objets. En fait, il vit au milieu d'eux, et je n'ai pas changé chez lui. La rencontre de Maurice et Jean-Charles va permettre au public de voir la collection des Gaillards. Jean-Charles emménage à Tavers, s'intéresse à son riche passé et on l'amène rapidement vers son voisin, Maurice. C'est l'arrivée de Jean-Charles Casanova. Il est arrivé à Tavers en 2009. Il a connu Maurice par ses voisins, voisines qui lui ont fait connaître parce que lui était un passionné d'histoire et d'archéologie aussi. Je lui parlais de haches polies, justement d'objets paléolithiques, néolithiques, et directement il m'a sorti des exemplaires exceptionnels, des très grandes haches, voilà, et qui m'ont complètement subjugué. Ouais. Je lui ai posé la question, je lui ai dit mais pourquoi ne pas organiser tout ça, faire une salle d'exposition et l'offrir au regard de tous c'est quelque chose qui lui semblait complètement de l'ordre du fantasme, infaisable. trop de choses à effectuer. Je lui ai dit, oh, mon brave monsieur, vous savez, ça m'étonnerait. Je me suis dit, bon, vous êtes d'accord, on peut essayer de relever le pari ? Allons-y, allons-y. Il a pris l'affaire en main et il nous a livré un projet pratiquement qui montrait la faisabilité totale de notre affaire. Alors après, ils ont fait un travail, Maurice et Jean-Charles, fabuleux. Hein. Ils ont fait un travail dans l'Algeco pour monter des vitrines, pour en chercher d'autres qu'ils ont empruntés au musée archéologique d'Orléans. Jean-Charles et Maurice réunissent les pièces des Gaillards les plus évocatrices pour le public et créent un lieu qui donne des clés pour mieux comprendre toutes ces richesses. C'est vraiment le passionné humble. Le passionné humble. Il a collecté tellement d'informations, il vit tellement de vécu sur ce patrimoine. Donc, fallait presque aller le chercher, aller prendre ces informations, et ça, il n'attendait que ça, je pense. Ça a été le départ et ça a abouti à l'inauguration en 2013. Le 9 juillet 2013, inauguration, effectivement, qui était vraiment l'aboutissement de tout cela, avec tous les acteurs. Et Maurice, qui, je crois, pour la première fois, j'ai pu lui dire, voilà, le pari est tenu, et où j'ai vu un brin d'émotion quand même chez Maurice, où voilà, la chose est faite, et c'était fabuleux. Et il a amassé beaucoup de choses et je pense qu'il a le souci de la transmission. On sent que c'est quelque chose qui l'inquiète, le fait que
que les gens s'intéressent moins à l'histoire et il veut que quelque chose, que ça se transmette et qu'on en fasse quelque chose et que ça finisse pas dans un placard chez un héritier quelconque. Voilà, il veut qu'il en soit fait bon usage parce que c'est l'œuvre de sa vie et celle de son père. Maurice souhaite transmettre à son tour ce patrimoine. En 2021, il décide de donner sa collection à la mairie de Tavers, qui reprend le flambeau pour la valoriser. C'est dans ce contexte que l'association 10 mois Tavers voit le jour en février 2022 pour accompagner cette transmission, travailler au changement de lieu de la collection et à l'animation de la future salle. Il y a des passionnés qui ont réussi à faire filtrer un petit peu la chose et la population, peut-être plus l'ancienne, parce que maintenant il y a des nouveaux habitants à Tavers, beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis qu'à 10 mois Tavers, justement, on a peut-être un rôle à jouer, là, un bon boulot à faire pour sensibiliser ces nouveaux arrivants à notre histoire. Une nouvelle vie pour tous ces objets, une nouvelle histoire pour Tavers, et surtout une reconnaissance immense pour Maurice, et son acharnement à vouloir protéger et faire connaître les vestiges du riche passé de son village.